Edgar Pillet est bordelais, né en Gironde en 1912. C'est un artiste très complet, s'exprimant à tour de rôle ou simultanément par la plume, le pinceau ou le marteau du sculpteur. Nature riche, doté d'une curiosité toujours en éveil, il aime cependant la mesure et dit lui-même « Il faut que l'art prenne le parti de l'ordre ». Edgar Pillet, votre œuvre est très changeante et diverse et très riche parce que vous vous êtes exprimé en fait dans beaucoup de disciplines. Vous étiez écrivain, vous étiez sculpteur, vous êtes peintre, vous vous êtes exprimé par les pinceaux, par des matériaux, par la pierre et par la plume. Mais pour commencer par le commencement, vous êtes né en 1912 en Gironde. Vous avez fait des études aux Beaux-Arts à Bordeaux d'abord, et puis vous êtes monté à Paris, oui. Mais toujours dans les Beaux-Arts. Donc, dès le départ, vous vouliez être artiste et sculpteur d'abord, je crois. Oui, sans aucun doute. Aussi loin que je remonte dans ma prime jeunesse, j'ai toujours eu envie et j'ai toujours manipulé des matériaux, dessiné, fait des graffitis, comme on appelle à présent. Et la question ne s'est pas posée pour moi de mon futur, d'une profession quelconque. J'étais naturellement peintre, sculpteur. Et je me rappelle quand j'étais très jeune, j'ai commencé à malaxer de la terre glaise. On avait fait un trou dans le jardin familial et j'ai trouvé de la terre glaise et naturellement j'ai commencé à faire des petits personnages. Ça me paraissait une manière de m'exprimer aussi naturelle que la parole, en fait. Et à Paris, au début, vous avez rencontré, par exemple, quelqu'un comme Despiau, oui. Le sculpteur Despiau. Oui, qui est un grand sculpteur. Et j'ai souvent dit qu'il n'a pas la place qu'il mérite actuellement, parce que c'est un très grand sculpteur et surtout un très grand bustier. Oui. Et moi, je le compare très facilement avec Houdon. C'est la même veine, oui. La même richesse, la même sensibilité. Vous avez fait les Beaux-Arts à Paris. Et vous avez, à un moment donné, choisi de vous exprimer par la peinture aussi. Comment est-ce que cet autre moyen d'expression vous est arrivé à l'esprit? En réalité, le trait d'union, c'est le dessin. J'ai d'abord beaucoup dessiné, et puis bon, les sculpteurs dessinent, c'est connu. Et en fait, j'ai fait des dessins de paysages. Et à travers le dessin, on fait naturellement de la sculpture et on peut aussi bien faire de la peinture. Je veux dire, pour moi, la question ne se posait pas. C'est même pas deux disciplines, c'est la même discipline avec un médium, un moyen différent, c'est tout. Quand vous avez commencé à peindre, c'était ce qu'on appelle maintenant l'abstraction géométrique, mais qui à l'époque peut-être n'avait pas encore cette étiquette. Ah non, pas du tout, mais j'ai commencé par faire des études très classiques, aussi bien en sculpture qu'en peinture. J'étais un peintre, un sculpteur figuratif. À ce moment-là, la peinture abstraite, je parle des années 30, 35, elle était vraiment très absente de Paris, hein, du panorama parisien. Et ce n'est que lorsque je suis revenu d'Algérie, où j'avais une bourse de l'État, que j'ai découvert la peinture abstraite à travers Mondrian, à travers Kandinsky, les Delaunay, Magnelli aussi, par exemple. Et j'ai compris que là, c'était vraiment pour moi la manière idéale de m'exprimer. Avec Alger et d'ailleurs le prix de jeune peinture que vous avez eu très, très jeune, oui. Comme le prix l'indique, vous avez commencé cette série de voyages qui ont marqué aussi votre vie. Ça, il faut le dire dès le début. Vous êtes quelqu'un de très mobile, de très ouvert au monde. Vous n'êtes pas du tout hexagonal, comme le sont souvent les artistes oui. Français. Et avec Alger, c'était un premier contact avec un autre monde méditerranéen. Ah oui, tout un autre univers. Arrivant de Paris par un jour d'automne sombre et se trouver dans cette ville d'Alger qui était somptueuse, avec le soleil,
installé dans une villa arabe qui était remarquable, découvrir la Casbah, enfin c'était pour moi un rêve, c'était l'éblouissement. D'ailleurs, il y a d'autres artistes que moi qui ont... Oui, le voyage Tunisie de Clé. Bien sûr, Clé qui a fait des choses remarquables. Et puis, vous avez rencontré Albert Camus. Oui, là, j'ai fait la connaissance d'un éditeur qui s'appelait Charlot et qui éditait Camus, Robles et d'autres. Enfin, et j'étais très ami avec les uns, avec les autres. Et Camus, j'écrivais déjà. Bon, enfin, j'ai aussi toujours un peu écrit, plus ou moins. Mais c'est sûrement Camus qui m'a le plus encouragé à travailler, à écrire. Et là, à ce moment-là, je me partageais. Mais contrairement à la discipline peinture-sculpture, l'écriture, c'est une autre discipline. Oui. Alors là, c'est comme si on ouvrait un tiroir et qu'on fermait l'autre, n'est-ce pas? Mais ça, je suis assez facilement... Je m'adapte assez facilement à ce genre d'exercice, ce qui m'a permis de faire de l'architecture, de faire un peu de cinéma aussi, je m'en excuse. Oui, parce que vous avez fait un film sur Laurence et sur Magnoli. Oui, oui, et puis j'ai surtout fait, enfin pour moi, j'ai fait un film abstrait sur mon œuvre, en dessin animé, qui était une technique... pour moi, étant donné que je n'avais aucun moyen vraiment pratique, qui a été un gros travail. Enfin. Mais oui, puis j'ai fait aussi un peu de théâtre, j'ai eu des pièces qui ont été jouées. Enfin, bon, mais je crois, le système, on peut penser effectivement que je me disperse. Mais il est vrai que je n'ai jamais songé à faire une carrière, parce que ça, l'idée de carrière, on fait une certaine forme de peinture et puis on s'y tient parce que, bon, on a des amateurs qui vous éclairés, qui vous aiment et qui vous suivent. Et moi, je veux dire, j'ai toujours refusé ça parce que, comme je vous disais tout à l'heure quand nous parlions, c'est un peu par ennui. Il y a un moment où j'épuise une veine, une forme d'expression, et je sens que si je continue, je vais commencer à m'ennuyer. Alors bon, j'arrête et je fais autre chose. Bon, je change de fatigue, si vous préférez. Comme ça. Toujours cette curiosité en éveil. Oui, cette espèce de... On pourrait presque appeler ça de l'hystérie, mais enfin, c'est ce qui me fait vivre. Quand vous êtes revenu d'Alger en France, on aurait pensé que vous auriez pu, par exemple, rejoindre l'école de Paris ou une de ces réalités nouvelles. Vous avez exposé avec Réalités Nouvelles aussi. Mais vous ne vous êtes pas engagé dans une école, comme si vous ne vouliez pas adhérer à un mouvement qui soit une contrainte. C'est ça, c'est exact, oui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti aux États-Unis, parce que bon, j'étais engagé avec un groupe qui faisait la peinture géométrique très pure, très dure, et je commençais à être un peu fatigué surtout, on tournait autour des théories philosophico-esthétiques qui me paraissaient un peu banales ou dépassées, et j'ai trouvé, on m'a proposé d'être professeur au Art Institute à Chicago et à Louisville, à l'université. Et vraiment, ça a été pour moi l'occasion de sortir de cette espèce d'embourgeoisement de l'art abstrait que je sentais venir. Et quand je suis revenu à Paris, alors là, je n'avais vraiment plus aucune attache avec aucun mouvement et aucune galerie. Et c'était pour moi une très grande liberté. Pourquoi l'Amérique? L'Amérique, c'est parce qu'on me l'a proposé. Et puis bon, l'Amérique, c'est le rêve. Quel est le Français qui n'a pas, ou l'Européen qui n'a pas rêvé d'aller voir un jour l'Amérique. Et j'en ai été très satisfait. C'était une expérience de 2 années qui m'ont ravi. J'ai eu quelques élèves, dont certains d'ailleurs sont devenus de très bons artistes aux États-Unis. Et comme vous disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est le pays où je me suis senti vraiment à l'étranger. Bon, quand j'allais en Italie ou même à Stockholm, bon, j'étais en Europe, je ne me sentais pas à l'étranger. Mais les États-Unis et New York particulièrement, où enfin c'est surtout New York qui m'intéressait, parce que quand j'étais à Chicago ou à Louisville, je rêvais surtout de New York, où j'avais ma galerie et mes amis. D'ailleurs, on se réunissait
dans un petit bar qui s'appelait le Cider Bar, le Cidre Bar, où il y avait Rothko, Pollack, Motherwell, De Kooning, enfin c'était notre groupe. Et là je me sentais très bien avec eux et c'était vraiment ma ville. Qu'est-ce que ça a changé dans votre peinture? Ça a changé, j'ai eu une période, c'est très drôle parce que j'étais encore très, très abstrait, géométrique, et l'Amérique m'a rendu un peu romantique. C'est curieux parce que je me vois voyageant en voiture, je roulais beaucoup en voiture, et particulièrement la nuit quand j'étais libre. Et il y avait les stations-service qui étaient illuminées comme elles n'étaient pas encore en Europe, n'est-ce pas? Le moindre petite station-service que vous aperceviez à l'horizon, c'était une féerie. Alors ça m'a donné une espèce de nostalgie de paysage que j'ai appelé des paysages mentaux, que j'ai recréé après à mon retour en France comme une espèce de souvenir de l'Amérique. C'est une période qui a été assez brève. Après, je suis revenu à une peinture plus abstraite, dans laquelle je me retrouve encore aujourd'hui. Edgar Pillet, quand vous êtes revenu d'Amérique dans les années 60, vous avez inventé une technique tout à fait originale et qui vous a beaucoup servi par la suite, je dirais, et apporté beaucoup de succès, celle du creuset. Comment cela se fait-il? Oui, je suis parti, au départ, initialement, je voulais essayer de trouver comment les couleurs réagissaient quand ils ne jouaient pas sur une surface plane, mais sur une surface concave. Parce que j'avais envie de la peinture d'une coupole qu'on devait me faire exécuter. Et partant de ce creux, comme j'avais déjà évidemment toute une tradition de sculpteur, j'en ai refait d'autres avec des formes qui ont varié de la demi-sphère, et ça m'a amené au creuset. Et au fur et à mesure que j'ai compliqué et enrichi la forme, j'ai évidemment été obligé de réduire les couleurs, sans quoi j'aurais fait de la sculpture coloriée. Vous comprenez si bien que c'est ce jeu entre la forme et la couleur qui m'a beaucoup intéressé, avec des matières naturellement que je rajoutais quelquefois. Il y a des bronzes, il y a des noirs, oui, quelquefois une tache de rouge. Oui, et des sables aussi, j'ai collé des sables dessus. C'est-à-dire que la base, c'est un plastique avec des poudres métalliques, c'est-à-dire que c'est à la fois très solide et c'est léger parce que ça peut se pendre au mur. Et par là-dessus, je peins avec des différentes couleurs. Ça peut être des couleurs métalliques, comme vous l'avez noté, quand c'est des bronzes, ou alors quelquefois avec des matériaux que j'incorpore, comme des sables, ou quelquefois même des objets, enfin, que j'incruste dans le... Des clous aussi. Des clous, oui, j'ai toute une période de clous. J'ai enfoncé mon clou. Est-ce que cela est-ce que vous étiez uniquement dédié à cette technique-là, ou est-ce que parallèlement vous avez continué à peindre des huiles, enfin des choses? Oui, je peignais un peu, mais je n'avais pas beaucoup de temps à ce moment-là, parce que ça s'est trouvé au moment où j'ai commencé à faire beaucoup de décorations avec les architectes, des formes, oui, des sculptures, et surtout des décorations de façade. Et là, j'ai pu utiliser ce système de négatif sur les façades sans rompre l'unité de l'architecture. Et j'ai fait beaucoup de choses dans cet esprit-là pendant une dizaine d'années. Parce que pendant cette décade, vous étiez vraiment comme un architecte. Vous avez beaucoup travaillé. J'ai fait aussi beaucoup d'architecture, enfin quelques architectures moi-même, oui. Alors, il y a eu des façades, il y a eu des sculptures près de grands immeubles, un peu partout dans le monde. Et puis, il y a eu toute une série de maisons à Carboneras, dans le sud de l'Espagne. Ah oui, j'ai fait une série de villas dans un site merveilleux dans le sud de l'Espagne, Carboneras. Et là, j'ai pu évidemment exploiter les idées que j'avais sur la plastique dans l'architecture, et aussi la pratique, parce qu'après tout, une villa, c'est un outil qui doit fonctionner, où les usagers doivent se sentir à l'aise. Mais j'ai essayé, justement, c'était la gageure, à la fois faire une architecture qui plastiquement me satisfasse, et en même temps que ce soit une habitation confortable. Mais bon, j'ai réussi, j'espère.
Est-ce que ce nouveau champ d'activité architecturale et ces déplacements, tout cela, a eu des répercussions, des influences sur votre manière de peindre? Est-ce que vous avez continué à peindre? Oui, naturellement, mais à ce moment-là, pendant près de 10 ans, je peignais très accessoirement, très sporadiquement. Et quand j'ai abandonné un peu, j'ai fait des très grandes sculptures, en Afrique surtout, ça m'a un peu fatigué, j'étais obligé de cesser cette activité. J'ai repris alors avec beaucoup plus d'ardeur et de plaisir encore la peinture. Et je pense qu'à présent, à mon âge, je me satisferai de faire de la peinture. Est-ce que maintenant, après quelques années d'œuvres accomplies, vous avez des matériaux de prédilection pour votre sculpture, pour ce que vous faites en collaboration avec des architectes ou comme architecte vous-même? Non, je dois dire que j'ai utilisé à peu près tous les matériaux imaginables, la pierre, le marbre, le métal, le bois, mais je n'ai pas de matériaux de prédilection parce que c'est les matériaux que l'on me présente ou que l'on me propose qui excitent mon désir de peindre ou de sculpter. Et même dans les collages, par exemple, j'aime bien varier les éléments que j'introduis dans mes œuvres. Vous avez fait des collages avec des plumes, par exemple? Oui, c'était une passion. Pendant quelques années, j'ai fait des collages de plumes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver d'ailleurs ces plumes. J'ai trouvé des paquets de plumes d'oiseaux qui venaient de Chine et qui étaient des colis qui étaient datés de 1900. Alors c'est vous dire... Les écologistes ne pourraient plus vous le reprocher. Non. Est-ce que dans toute cette recherche, dans toute cette curiosité en éveil, très mobile, qui est aussi très ouverte, comme nous venons de le dire, est-ce qu'il vous est resté comme philosophie un certain positivisme? On a l'impression, peut-être qu'on se trompe, mais le spectateur de votre œuvre a l'impression que tout ça est très affirmatif, très positif, que c'est un triomphe de la vie. Ah ben ça, si c'est l'impression qu'a le spectateur, j'en suis ravi, ça me fait très plaisir. En tous les cas, vous savez, quand un artiste travaille, il ne se pose pas de questions philosophiques ou métaphysiques, il est assez engagé dans son travail, dans son œuvre, mais on peut après réfléchir effectivement, mais ça c'est pas à moi de répondre en réalité, c'est très plutôt spectateur, mais si vous pensez qu'il a ce sentiment comment dire, de solidité, d'équilibre, moi j'en suis très satisfait, en tout cas c'est ce que j'essaie de mettre dans mon œuvre, bien sûr.